Le 14 novembre 1996, dans la ville provinciale d'Agen, un chemin de seulement 400 mètres, un trajet banal entre l'école et la maison, est devenu le théâtre de l'un des mystères les plus profonds et les plus douloureux de l'histoire criminelle française. C'est sur ce court sentier que Marion Wagon, une fillette de 10 ans aux yeux bleus vifs, s'est volatilisée en plein jour. Son visage, reproduit sur des millions d'affiches et de briques de lait, a hanté toute une génération, devenant le symbole poignant d'une enfance volée et d'une nation traumatisée. Plus d'un quart de siècle plus tard, l'affaire reste non élucidée, un vide béant qui témoigne de l'agonie insupportable laissée par la disparition d'un enfant sans laisser de traces. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une disparition, c'est l'autopsie d'une enquête marquée par des échecs, des espoirs déçus et une quête de vérité qui refuse de s'éteindre. L'affaire Marion Wagon est une étude de cas critique, illustrant les conséquences catastrophiques des premiers faux pas d'une enquête et des défaillances médico-légales, à une époque qui précédait les protocoles modernes d'enlèvement d'enfants et l'utilisation généralisée de la technologie de l'ADN. L'enquête a été une cascade de fausses pistes, de méthodologies douteuses et d'une erreur critique dans la préservation du matériel génétique de la victime qui a paralysé les investigations pendant des décennies. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut disséquer chaque étape, chaque décision, chaque opportunité manquée. Le coût humain de cette affaire est incalculable, mais le coût financier des recherches, des analyses et des ressources mobilisées se chiffre en millions. Un investissement massif qui, jusqu'à présent, n'a pas permis d'acheter la paix pour une famille brisée. Aujourd'hui, sur Traces perdues, nous allons mener une autopsie légale et investigative complète de cette affaire. Nous examinerons les faits de sa disparition, les décennies d'une enquête frustrante et défaillante, son profond impact sur la société et l'espoir renouvelé de résolution suite à son transfert à l'unité spécialisée des cold cases en France. Comment une enfant a-t-elle pu disparaître sur un chemin si familier? Quelles sont les erreurs qui ont condamné cette affaire à rester dans l'ombre si longtemps? Et y a-t-il encore une chance de connaître la vérité? Restez avec nous pour découvrir les rouages d'une machine judiciaire parfois défaillante et le combat incessant d'une famille pour obtenir des réponses. Abonnez-vous à Traces perdues et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. La journée du jeudi 14 novembre 1996 avait commencé dans le rythme réconfortant de la routine. Marion Wagon, une élève de CM2 brillante et appliquée de l'école primaire Sambel à Agen, dans le Lot-et-Garonne, avait la permission de parcourir seule le court trajet de 400 mètres qui la séparait de son domicile pour le déjeuner. Cette pratique, courante à l'époque, reflétait un sentiment de sécurité communautaire qui allait bientôt être réduit en miettes. Vers midi, Marion quitte son école comme d'habitude. Au lieu de rentrer directement chez elle, elle fait un bref détour ludique par son ancienne école maternelle, un lieu familier et joyeux pour elle. Là, elle discute avec son ancienne maîtresse et fait un tour de toboggan dans la cour. Son départ de la maternelle est chronométré avec précision. Elle est vue quittant la cour à 12h11. Un autre parent qui la voit à ce moment-là l'entend s'exclamer qu'elle est en retard avant de se dépêcher. Elle porte un manteau noir, un legging à rayures bordeaux et noir très reconnaissable, et des bottines beige. Le point de rupture se situe dans les quelques centaines de mètres de trottoir entre la maternelle et l'appartement de sa famille. Le brigadier scolaire local, Guy Desmonts, connaissait bien Marion, l'appelant affectueusement Poupée et se souvenant d'elle comme de la fille qui disait toujours bonjour. Son service se terminait à 12h16 et il était certain de ne pas l'avoir vue traverser le boulevard de la Liberté ce jour-là. Ce témoignage crucial réduit la fenêtre de son enlèvement à seulement 5 minutes, entre 12h11 et 12h16, le long d'une rue publique, en plein milieu de la journée. En l'espace de ce minuscule intervalle de temps, Marion Wagon a été effacée du monde. Au domicile de la famille Wagon, dans la résidence du Pont de la Garde, l'inquiétude commence à monter. À 12h25, Michel et Françoise Wagon s'inquiètent du retard inhabituel de leur fille. Ils envoient de leurs enfants aînés, Charline et Jérémy, sur ses traces pour la retrouver. Leur recherche est vaine. À 12h45, un profond sentiment d'effroi s'installe et Michel Wagon appelle la police.
Le signalement est pris avec une gravité immédiate par l'inspecteur Roland Courdès, chef de la sécurité urbaine. Conscient du danger potentiel, il dépêche sans délai le nombre maximum d'officiers disponibles pour commencer une fouille du quartier. Les premières 48 heures sont une course contre la montre. La réponse policière initiale est rapide et complète. Les officiers entament une fouille systématique de la zone, vérifiant méticuleusement les caves des immeubles, les coffres des voitures et les berges voisines de la Garonne et du canal du Midi, avec un hélicoptère en soutien aérien. Cependant, l'indice le plus révélateur des premiers instants provient d'une unité canine. Un chien policier amené sur les lieux réussit à capter l'odeur de Marion près de son école. Le chien suit la piste jusqu'à un chantier de construction sur la rue Hoche, puis traverse le boulevard de la Liberté menant directement devant un grand immeuble, la résidence des Pradines. Puis, à un point situé à environ 50 mètres de la porte d'entrée de Marion, la piste du chien s'arrête net. L'odeur s'interrompt, brusquement et complètement. Dans le jargon d'une enquête criminelle, c'est la signature classique d'un enlèvement par véhicule. Cela suggère fortement que Marion ne s'est pas égarée mais a été forcée ou attirée dans une voiture, sa trace olfactive disparaissant dans les airs en même temps qu'elle. L'hypothèse de la fugue, brièvement envisagée, est formellement écartée dès le 16 novembre, compte tenu du caractère responsable de Marion et des circonstances alarmantes de sa disparition. L'hypothèse dominante et terrifiante devient claire. Marion a été enlevée. Le moment de la disparition, quelques mois seulement après les révélations horribles du réseau pédophile de Marc Dutroux en Belgique voisine, jette une ombre sinistre sur l'affaire. L'affaire Dutroux avait exposé une incompétence policière choquante et l'existence de prédateurs d'enfants organisés, créant un climat de peur publique intense. Lorsque Marion a disparu, le public, les médias et les forces de l'ordre étaient préparés à suspecter le pire scénario. Cet effet Dutroux a sans aucun doute alimenté l'ampleur sans précédent de la mobilisation publique et médiatique qui a suivi, une réponse qui s'avérera être une arme à double tranchant. L'enquête initiale est confiée à la police judiciaire, PJ, locale. Cependant, comme les pistes ne se matérialisent pas, un changement stratégique important a lieu. Le 22 avril 1997, l'affaire est officiellement transférée à la Gendarmerie nationale. La gendarmerie met en place la cellule Marion, une unité spéciale dédiée pour apporter un regard neuf et des ressources considérables à l'affaire. À son apogée, cette unité comprenait une quarantaine d'enquêteurs soutenus par une flotte de 20 véhicules. L'ampleur de l'effort était immense, impliquant finalement l'interrogatoire de plus de 1300 personnes et la vérification de 600 alibis et emploi du temps. Le budget alloué à cette cellule était conséquent, reflétant la volonté de l'État de résoudre cette affaire qui choquait la nation. L'enquête est immédiatement compliquée par le volume considérable d'attention publique qu'elle suscite. Les appels déchirants de la famille dans des émissions de télévision à grande écoute comme Perdu de vue et Témoin numéro 1 déclenchent un déluge de signalements. Au cours d'une seule émission, le commissariat d'Agen est inondé de 1500 appels téléphoniques. Au total, plus de 5000 tuyaux sont enregistrés. Cette réponse massive du public, bien que bien intentionnée, se transforme rapidement en un cauchemar pour les enquêteurs. Des signalements de Marion affluent de tous les coins de la France et du monde entier. Chaque piste, aussi improbable soit-elle, doit être minutieusement vérifiée, consommant des milliers d'heures de travail policier et détournant des ressources précieuses d'avenues plus prometteuses. En l'absence de preuves matérielles, l'enquête passe en revue une série de suspects potentiels. Au printemps 1997, les enquêteurs pensent avoir leur percée. Ils arrêtent un homme qui semble être le suspect parfait. Il travaille près de l'école de Marion, a un casier judiciaire pour agression sexuelle sur mineurs et est l'oncle, ou selon certaines sources, le parrain, d'une des amies d'école de Marion. En garde à vue, l'homme avoue. Il admet avoir enlevé et assassiné Marion et prétend s'être débarrassé de son corps dans le canal latéral qui traverse Agen. Agissant sur cette confession apparemment définitive, les autorités prennent la décision drastique et coûteuse de vider une section de 14 km du canal. Le coût de cette opération est énorme, non seulement en termes financiers, mais aussi en espoir. La recherche est exhaustive mais ne donne rien. Les enquêteurs sont contraints de conclure que l'homme est un fabulateur, un mythomane. Il est libéré
et la piste la plus prometteuse de l'enquête s'effondre en l'une de ses plus amères déceptions. Les erreurs commises jusqu'à présent étaient-elles le fruit de l'incompétence ou d'un manque de moyens? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Dans la suite, nous allons révéler l'erreur judiciaire qui a peut-être scellé à jamais le sort de Marion. Le nom de Michel Fourniret, le tristement célèbre ogre des Ardennes, a plané sur l'enquête dès le début. En tant que l'un des tueurs en série les plus prolifiques de France, avec un mode opératoire connu d'enlèvement et de meurtre de jeunes filles, il était une personne d'intérêt naturel. L'hypothèse a été explorée à plusieurs reprises au fil des ans. Une lueur d'espoir tangible est apparue des années plus tard, avec une percée dans une autre affaire non élucidée, la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. Les enquêteurs ont découvert une trace de l'ADN d'Estelle sur un matelas saisi dans la camionnette de Fourniret. Cette découverte a conduit à un effort renouvelé pour tester d'autres profils ADN non identifiés trouvés sur le matelas contre le profil génétique de Marion. Cependant, cette piste médico-légale prometteuse a été finalement contrecarrée par une défaillance catastrophique au cœur de l'enquête Wagon. Aucun profil ADN utilisable de Marion n'existait dans la base de données nationale. C'est ici que réside l'échec le plus conséquent de toute l'enquête, ce que l'avocat de la famille a appelé le péché originel de l'affaire. Pendant des années, un profil génétique complet et utilisable de Marion n'a jamais été établi et entré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG. L'avocat de la famille, maître Georges Catala, a condamné à plusieurs reprises et publiquement cette omission comme une erreur fondamentale et impardonnable. La nature technique de l'erreur est particulièrement accablante. Quelques années après la disparition, les enquêteurs ont recueilli 9 cheveux de Marion sur ces affaires. Cependant, ces cheveux manquaient cruellement du bulbe, la racine qui contient l'ADN nucléaire nécessaire pour un profilage génétique standard de haute certitude. Sans le bulbe, seule une forme moins spécifique d'analyse de l'ADN mitochondrial aurait pu être possible, mais les cheveux ont finalement été jugés inutilisables. Cette erreur a rendu l'un des outils les plus puissants de la criminologie moderne complètement inerte dans cette affaire. Tout ADN non identifié découvert sur d'autres scènes de crime à travers la France, notamment sur le matelas de Fourniret, ne pouvait pas être comparé à celui de Marion. La valeur de cette preuve potentielle a été réduite à néant par une négligence initiale. Maître Catala a souligné l'absurdité de cette situation, notant que la famille Wagon vivait à seulement 300 mètres du palais de justice. Les enquêteurs auraient pu, à n'importe quel moment dans les premières années, facilement collecter des objets personnels comme une brosse à dents ou des vêtements usagés pour obtenir un échantillon d'ADN viable. Ne pas l'avoir fait n'était pas un simple oubli, mais une négligence prolongée. L'erreur était si profonde qu'en 2021, 25 ans après sa disparition, les autorités ont finalement demandé aux parents de Marion de chercher de vieux jouets ou d'autres affaires dans une tentative tardive de sauver un profil génétique. Pendant que les enquêteurs poursuivaient des suspects externes, l'enquête s'est également tournée vers l'intérieur, plaçant la famille Wagon elle-même sous un examen intense. Bien que l'enquête sur la famille immédiate soit une procédure standard et nécessaire, l'attention portée aux Wagon a été, selon leur avocat de longue date, extrêmement grave et a duré une année entière. Maître Catala a soutenu que pendant cette période, les enquêteurs ne pensaient à rien d'autre, mettant de côté d'autres pistes potentiellement fructueuses. Pour Michel et Françoise Wagon, cet examen a ajouté une couche insupportable de tourments psychologiques au calvaire de la disparition de leur fille, les faisant se sentir comme des suspects dans leur propre tragédie. La disparition de Marion Wagon est passée d'un crime local à une tragédie nationale, en grande partie grâce à une campagne médiatique et de mobilisation publique d'une ampleur jamais vue en France. Son image est devenue une partie indélébile de la mémoire collective de la nation. L'effort pour retrouver Marion est devenu une cause nationale, son visage, encadré par une frange distinctive et illuminé par des yeux bleus vifs, devenant omniprésents. L'élément le plus emblématique de la campagne a été une première en France. En février 1997, dans une démarche inspirée des programmes américains Missing Children, la photo de Marion a été imprimée sur plus de 10 millions de briques de lait distribuées dans les supermarchés à travers le pays.
Cela a été complété par l'impression et la distribution de plus de 1,5 million d'affiches. Elle est devenue la fillette sur les briques de lait, un surnom poignant qui a cimenté son statut de symbole pour une génération. Dès les premiers jours de la crise, la famille Wagon n'était pas seule. Elle a été soutenue par l'association La Mouette, une organisation régionale dédiée à la défense et à la protection des enfants. Fondée en 1984 suite au meurtre d'un autre enfant dans la région, La Mouette, sous la direction de son infatigable présidente, Annie Gourgue, est immédiatement passée à l'action. Pendant plus de 2 décennies et demie, La Mouette a été une source constante de soutien pour la famille Wagon, agissant comme un défenseur infatigable et une voix publique persistante exigeant la justice. L'affaire a eu un effet glaçant et immédiat sur la vie quotidienne des familles. Un sentiment d'innocence collective a été perdu. Le traumatisme collectif a été approfondi par le fait que l'auteur n'a jamais été identifié. Savoir qu'un ravisseur d'enfants et un meurtrier potentiel pouvaient encore vivre librement dans la communauté a hanté Agen pendant des décennies. Après 26 ans d'enquête locale frustrante, un développement significatif a offert une nouvelle voie. En juillet 2022, le dossier de l'affaire Marion Wagon a été officiellement transféré au pôle national des Cold Cases, basé au tribunal judiciaire de Nanterre. Créé en mars 2022, le pôle des crimes sériels ou non élucidés, PCSNE, a été spécialement conçu pour s'attaquer aux crimes non résolus les plus insolubles de France. L'unité est composée de juges, de procureurs et d'enquêteurs spécialisés qui peuvent consacrer le temps et les ressources que les juridictions locales surchargées ne peuvent souvent pas se permettre. Sa mission est d'appliquer de nouvelles perspectives et les dernières avancées technologiques à des affaires qui sont restées froides depuis longtemps. Pour les familles des victimes, la création du PCSNE représente un énorme soulagement et un grand espoir. Ce transfert est la réponse institutionnelle directe du système judiciaire au problème même de fragmentation, de manque de spécialisation et de retard technologique qui ont été si dévastateurs dans l'enquête Wagon. L'espoir placé dans le PCSNE est tempéré par la dure réalité du temps. L'enquête est une course contre les horloges biologiques de toutes les personnes impliquées. L'agresseur, s'il est encore en vie, aurait près de 3 décennies de plus. Les témoins clés de 1996 sont peut-être décédés ou leurs souvenirs se sont estompés. Des personnes d'intérêt de premier plan comme Michel Fourniret sont déjà mortes. C'est une course pour apporter des réponses à une famille qui a attendu toute une vie avant que l'occasion ne soit perdue à jamais. La disparition non résolue de Marion Wagon est le résultat d'une confluence tragique de facteurs. Un enlèvement audacieux et opportuniste, un cadre d'enquête non équipé pour un tel crime, une erreur médico-légale catastrophique et irréversible, et le bruit écrasant d'une recherche surmédiatisée. Pendant près de 3 décennies, ces éléments se sont ligués pour créer une tempête parfaite d'échecs investigateurs, laissant une famille dans l'incertitude et une nation avec une question sans réponse. L'affaire reste un monument douloureux à une époque où l'ADN n'était pas roi. Le transfert de l'affaire au pôle de Nanterre représente le dernier et le plus prometteur chapitre de cette longue quête de justice. Cependant, le succès est loin d'être garanti. Les défis formidables posés par la dégradation des preuves et le passage inexorable du temps ne peuvent être sous-estimés. L'héritage durable de l'affaire Marion Wagon doit être un catalyseur pour une réforme continue au sein du système judiciaire français. La valeur d'une vie d'enfant est infinie, et la quête de la vérité, quel qu'en soit le coût, doit se poursuivre. Le souvenir de Marion l'exige. Si cette histoire vous a touché, merci de laisser un like pour que la mémoire de Marion ne soit jamais oubliée et de partager cette vidéo pour sensibiliser le public à ces affaires non résolues. Abonnez-vous à Traces perdues et activez la cloche pour nous soutenir et suivre nos prochaines enquêtes. Ensemble, assurons-nous que ces traces perdues ne sombrent jamais dans l'oubli.